Hello. Uh, Good morning. Bonjour, merci de votre présence. Merci Serge pour cette merveilleuse introduction. Je voudrais vous parler d'un travail que nous effectuons depuis 1997 pour aider l'expérimentation scientifique à aller de l'avant grâce à une gestion des données intelligente et efficace. Il y a beaucoup de messages, beaucoup de leçons que nous avons apprises en essayant de travailler avec les scientifiques. Et l'un des messages, c'est qu'il ne s'agit pas d'une transaction ordinaire quand on travaille avec ce type de charge de travail et ces quantités de données. Et je voudrais dire avant de commencer que je travaille en commun, en équipe. J'ai des collaborateurs et des étudiants de très haute qualité, j'ai cette chance. Et bien entendu, c'est toute une équipe qui doit être félicitée pour ce travail. Je vais juste commencer par cette diapositive que j'ai découverte il y a quelques mois. C'est publié dans le magazine Nature, qui est une excellente publication. Et ils avaient un numéro hors série sur l'évolution du séquençage du génome humain. Et il y a quelques tendances extrêmement intéressantes qui sont relevées dans ce numéro. Et je vous en conseille vivement la lecture si vous vous intéressez à ce sujet. Il y a un certain nombre ici donc de graphiques, de tendances ici sur cette page. Et ce qui est intéressant, c'est à quel point il est devenu moins cher depuis l'an 2000 de séquencer le génome humain. On est passé de 10 000 dollars à 1 dollar pour séquencer en termes de coût de séquençage du génome humain. Et c'est si peu cher que l'on peut aller n'importe où. On paye une dizaine de francs, d'euros ou de dollars et l'on peut obtenir un séquençage de ces gènes et un grand nombre d'informations qu'il aurait été impossible d'avoir il y a 10 ans. Et ça, c'est quelque chose qui a été permis par les avancées en informatique qui permettent de calculer cela tellement rapidement et à moindre coût. Mais d'autre part, plus impressionnant encore que cette baisse des coûts, c'est l'augmentation des données recueillies. Vous voyez ici donc la base de données Trace, qui comporte environ 2000 milliards de paires de gènes. Ici, vous voyez que ça sort complètement du cadre, ici. Et l'autre, ici, c'est la base de données SRA, qui a environ 3000 milliards de paires. Si on permettait à cette ligne de s'étendre, elle montrait 12 mètres au-delà de la page. Donc la quantité de données qui sont recueillies est impressionnante, mais le séquençage du génome lui-même ne progresse pas à la même vitesse. Vous voyez ici la courbe bleue qui est bien plus modeste et la courbe qui se trouve tout en bas ici. Il s'agit du stockage dans les bases de données publiques du génome est encore plus modeste. Mais ce qui est important ici, c'est de noter qu'au moment où cette explosion de la quantité de données a été annoncée et à quel point les coûts ont baissé, les gens ont pensé que cela permettrait d'obtenir tout un tas de remèdes à des maladies grâce à cette compréhension du génome. Mais ça ne s'est pas produit. Et la raison pour laquelle ça ne s'est pas produit, c'est la complexité des calculs nécessaires. Oui, nous en avons appris beaucoup, par exemple sur la manière dont différents types de cancers peuvent être reliés à différentes caractéristiques génétiques. Chaque maladie est unique d'un point de vue génétique. Donc, on ne peut pas trouver de remède universel. On a des corrélations, on a très peu
de données factuelles, parce que la complexité des calculs en biologie est tellement énorme qu'il va nous falloir trouver des moyens de traiter ces données de manière beaucoup plus efficace. Et la tendance qui est la plus gênante quand on cherche à comprendre cela, c'est que la quantité de données recueillies croît beaucoup plus rapidement que la technologie, que la capacité technologique de gérer, de traiter ces données. Donc en gros, on ne peut pas traiter les données recueillies et dans de nombreux cas, on ne peut même pas stocker ces données. En 2007, par exemple, on est arrivé... 2007 est de la dernière année dans laquelle il était possible de stocker l'ensemble des données produites. Après 2007, on est obligé de jeter des anciennes données et de les remplacer. Mais les technologies de calcul, de traitement sont également plus lentes parce qu'il faut une immense puissance de calcul pour traiter ces données. Et donc la tendance est à la baisse ici. Donc ce qui se passe dans la gestion des données scientifiques, c'est que, essentiellement, la gestion de données utilise des logiciels anciens, c'est-à-dire des applications qui ont été conçues pour des expériences spécifiques et pour des quantités de données spécifiques. Et la plupart des données qui sont gérées sont dans des super ordinateurs pour des simulations exigeantes. Et il est permis de se demander, surtout nous qui sommes actifs dans le monde des bases de données, pourquoi il n'est pas possible d'utiliser notre technologie de base de données pour stocker ces données. Et il s'agit évidemment de modes de traitement extrêmement complexes, mais aussi c'est dû à la manière dont les bases de données ont été créées, et un non-spécialiste ne peut pas utiliser les bases de données de manière facile. Il y a des rigidités dans le domaine des systèmes de bases de données qu'un non-spécialiste ne peut pas appréhender facilement. Mais vraiment la racine du problème, c'est que la taille modifie la nature du traitement nécessaire. C'est-à-dire que non seulement le problème devient plus grand, mais le problème devient différent. Il faut des algorithmes différents pour traiter de grandes quantités de données, différents de ceux qu'il faut pour traiter de petites quantités de données. Donc, pour traiter ces immenses quantités de données, c'est à la fois difficile, mais c'est aussi également très lent. Donc nous avons beaucoup de données qui sont jetées, ce qui est évidemment un très mauvais retour sur investissement, parce que les États dépensent énormément d'argent pour recueillir des données scientifiques. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est rapprocher les sciences d'une façon générale et la science informatique. En tant que jeune assistante, il y a de nombreuses années, j'étais à la fac Carnegie Mellon. Il y avait des astronomes, en l'occurrence, dans ces sciences. Ensuite, j'ai rencontré d'autres types de scientifiques, mais c'est une tendance générale. Ils ont entendu dire qu'il y avait un département de gestion des données à Carnegie Mellon. Donc, quand ils m'ont rencontré, ils étaient très contents de me rencontrer. Moi, j'étais très content de les rencontrer parce que, vous savez, les informaticiens aiment bien les problèmes, aiment bien avoir un peu d'introspection sur la théorie de la manière, sur les aspects théoriques de l'informatique, mais aussi nous aimons bien avoir un impact réel et mesurable dans des sciences exactes particulièrement prestigieuses. Donc ils sont très contents, ils étaient très contents de m'avoir rencontré. Ils ont dit: nous avons beaucoup de données, nous avons vraiment besoin que vous nous aidiez à traiter ces données. Donc là j'étais très très contente. J'ai trouvé que c'était une belle occasion de faire des recherches intéressantes. Donc je suis allé visiter leur laboratoire, j'ai vu des photos sublimes de corps célestes, de constellations qu'ils avaient recueillies. Ils m'ont encore dit: ah, nous avons tant de données, nous avons fait des réunions, nous avons déjeuné ensemble. Ils m'ont dit: nous avons beaucoup de données. Ensuite, je suis allé au laboratoire, et puis j'ai quand même enfin osé
leur dire, vous pourriez peut-être me remettre un petit peu de ces données pour que je puisse travailler dessus. Ils ont dit oui, oui, bien sûr. Donc je leur demande les données, pas de réponse, rien, zéro. Je leur redemande et au même moment j'y vais et je commence à faire des petits travaux. J'ai fait un petit peu administrateur base de données, donc j'ai fait les schémas, j'ai normalisé les schémas, enfin les choses qu'on fait quand on est étudiant. Voilà, j'étais gentil, j'ai parlé à leurs techniciens, j'ai réécrit leurs requêtes pour les simplifier. Et je leur ai redemandé des données, ils m'ont donné 2 gigas. Voilà, pendant quelques mois. Ensuite, ils m'ont donné encore un petit peu plus de données et encore un peu plus de données. Et voilà où on en est. C'est pour ça que c'est très difficile de rapprocher l'informatique et les sciences et ces sciences-là. Donc, parce que ces scientifiques sont assez réticents à vous remettre ces données, parce qu'ils considèrent que c'est leur travail, que c'est le résultat de leur travail. Et ils ont tendance à les conserver jalousement. Et pour eux, les données, c'est le résultat de leur travail. Et ils ne s'amusent pas à le donner à un scientifique qui est capable de le mettre sur Internet, de créer des algorithmes et de jamais revenir vers eux pour le mettre en œuvre, parce qu'il y a beaucoup de travail, évidemment, qui est nécessaire. Donc ça, c'est en fait une assez bonne raison pour laquelle ces scientifiques ne veulent pas remettre, ces chercheurs ne veulent pas remettre leurs données. Et les collaborations, il y en a eu par le passé, mais elles n'ont pas forcément fonctionné, vu la manière dont l'éducation nationale marche. Moi, je dois publier dans une revue informatique, eux doivent publier dans une revue d'astronomie, et les données ne sont pas normalisées. Donc moi, dès que je découvre quelque chose, je veux le publier, et moi, ça ne m'intéresse pas de revenir vers eux pour appliquer mon travail à leur propre laboratoire. Donc il faut renforcer ce type de collaboration. Et ce que nous avons pu constater, c'est qu'il faut au moins 18 mois pour commencer à produire des idées informatiques innovantes qui puissent avoir un impact et faire avancer la technologie. Avant ces 18 mois, il faut vraiment construire, jeter les bases de cette collaboration et vraiment construire une confiance mutuelle. Et donc, je vais plutôt vous parler de ce qu'on peut faire après avoir jeté ces bases. De 2 points de vue. Une, c'est l'organisation des données scientifiques, la mise en place, le stockage des données, et d'autre part, et j'en parlerai un peu plus, c'est la mise en œuvre de modèles physiques qui peuvent vraiment être reliés à ces données. Je vais vous donner quelques exemples. Donc très brièvement, sur l'organisation des données scientifiques, l'organisation des données est une longue lutte avec des disques durs lents, des mémoires plus rapides, mais pas encore assez rapides que l'on voudrait. Les bases de données sont donc un moyen efficace d'organiser les données. Ça ne s'est pas encore vraiment étendu jusqu'aux chercheurs qui ont tendance à ne pas utiliser les bases de données pour organiser leurs données. On avait des scientifiques qui s'occupaient des sols. Ils travaillaient sur la culture des cranberries dans les tourbières du nord-est des États-Unis et à la quantité d'eau, à l'hygrométrie dans ces tourbières pour les cranberries. Et donc ils étudiaient la météorologie. Par exemple, s'il allait pleuvoir beaucoup, ces tourbières devraient être recouvertes pour que les cranberries ne soient pas noyées. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un modèle, un algorithme qu'ils ont mis en œuvre pour découper le paysage en grilles et calculer, pour l'une des parties du territoire, la quantité d'eau qui ruissellerait et tomberait dessus en prenant en compte les caractéristiques d'absorption du sol et les prévisions de la météo. Pour calculer donc la quantité d'eau qu'il y aura ici, il faut donc calculer combien d'eau il y aura dans chacun des carrés contigus. Et pour calculer, pour chacun donc de ces morceaux de terrain, il faut calculer
pour les morceaux environnants et faire tourner cet algorithme jusqu'à obtenir une convergence de l'algorithme et donc une estimation pour l'ensemble des parties de la grille. Et la manière dont ils ont fait cela, c'est qu'ils ont imprimé toutes ces informations, ils les ont posées par terre et ensuite ils ont sauté un peu sur leur petit bout de papier avec un crayon à la main pour essayer de faire des calculs. Donc ce que nous avons fait, c'est d'essayer de prendre cette information, de la mettre dans un workflow scientifique à 3 étapes, avec feedback, avec retour, et de mettre en œuvre tout cela dans une base de données avec un système de stockage, Informix. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il leur suffisait d'appuyer sur une touche du clavier et qu'à la fin, ils obtiendraient leur estimation sur le ruissellement, sur l'ensemble. Donc ça a l'air simple, ça l'est, ça a quand même pris environ 2 ans, ils l'ont utilisé, ils en ont été très satisfaits. C'est un exemple d'un travail que nous avons pu faire où il y avait aussi de l'innovation informatique, puisque ce workflow, ce système d'organisation du travail, n'avait jamais été mis en œuvre d'une telle façon, et il s'agissait d'un workflow scientifique orienté données. Et ça marche très très bien si c'est intégré dans un SGBD. Autre domaine, on a donc le LSST, qui est le grand projet de grands télescopes. Donc c'est un grand télescope qui est actuellement en cours de conception un peu partout dans le monde, parce que la quantité d'informations qui nous provient du reste de l'univers est un véritable torrent d'informations qui vient du ciel. Et on a un télescope qui donc scanne le ciel et recueille les informations qu'il reçoit et les stocke dans des fichiers. Donc voici un tableau, par exemple, qui montre quel corps céleste a été observé, quel type de corps céleste, et ainsi de suite. Donc, prenez un astronome qui veut formuler une requête pour dire, au cours du mois dernier, dites-moi quelles sont les galaxies qui se sont déplacées le plus rapidement. Il est possible d'analyser, de traiter ces données de façon séquentielle et de déterminer quelles étaient les galaxies qui se déplaçaient le plus rapidement. Mais au fil de l'accumulation des données, il va devenir de plus en plus inefficace d'effectuer un balayage séquentiel de cette base de données qui sera trop grosse. Et ça deviendra inutile. Donc n'importe quel professionnel des bases de données vous dirait qu'il faut construire des index par type qui permettent d'accéder, grâce à une arborescence, aux informations pertinentes. Et cela peut être effectué avec un wizard de recherche. Mais alors que la quantité de données augmente, que nous allons avoir plus de données collectées que l'ensemble des données collectées au cours des 400 dernières années, la création de ces différents index, la détermination des bons types de structures auxiliaires pour mettre en œuvre ces index est quelque chose qui ne peut plus être fait manuellement ni avec des algorithmes simples. C'est quelque chose qui doit prendre en considération un grand nombre de ressources et ça pose un très gros problème d'optimisation sur de très grosses quantités de données. Donc, il y a eu un projet collaboratif entre plusieurs universités. Nous y avons participé, EPFL, Carnegie Mellon, l'Université de Santa Cruz, avec Elkis Polysatis. Et nous avons mis en place un système complexe qui pourrait permettre aux scientifiques, aux chercheurs, de générer automatiquement ce type de structure de données, mais aussi d'essayer plusieurs types de structures de données pour voir ce qui se passerait si ils disposaient d'une série de structures plutôt qu'une autre série de structures de données. Et donc ces sciences, évidemment d'exploration, ont des niveaux très divers d'expertise informatique. Il y en a qui n'ont absolument aucune notion de la manière dont fonctionne un ordinateur et ne peuvent pas faire grand-chose d'autre que d'appuyer sur une touche. Et il y a aussi à l'autre extrême des gens qui aimeraient vraiment savoir comment ça marche et vraiment pouvoir ajuster leur infrastructure informatique
et comprennent qu'ils peuvent obtenir des résultats différents selon les configurations. Et tous ces types d'utilisateurs très divers méritent notre respect. Et donc il faut pouvoir répondre aux besoins d'utilisateurs très différents. Donc la complexité que l'on constate ici résulte plutôt de la fusion de différents domaines de recherche qui ont été effectués de manière indépendante de par le passé et qui ont été réunifiés au sein d'un système qui permettent aux scientifiques, ici par exemple, on peut effectuer des partitions, le tableau qu'on a vu ici qui a peut-être 1000 colonnes, il peut être séparé en différentes parties en fonction des requêtes que les chercheurs ont l'intention de mettre en place, le type d'index, la charge de travail, etc., qui permettent de déterminer les interactions peut-être entre les différentes configurations, les différents index. Et il y a également une partie interactive où l'utilisateur peut essayer différentes configurations en termes d'interactivité. Et différents groupes de recherche de par le monde se sont penchés là-dessus. Donc ça, c'est sur l'organisation des données, mais aussi la détermination de bons moyens d'avoir un accès accéléré, plus rapide aux données. Ce qui nous amène à la partie que je considère la plus importante du point de vue des scientifiques, puisque c'est quelque chose qu'ils comprennent mieux, c'est la question des modèles physiques. Je vais aussi vous parler de quelques exemples issus de notre propre travail. Le premier étant sur la manière dont on peut savoir naviguer à travers des maillages, qui sont des structures de données utilisées dans de très nombreux domaines aujourd'hui pour modéliser des objets en 3 dimensions et comprendre les différents effets d'intrusion dans ces objets. Ici, par exemple, c'est quelque chose qui est issu du projet tremblement de terre, du Quake Group, la manière dont il est possible de naviguer entre des maillages qui montrent à partir de simulations comment les vibrations d'un tremblement de terre se propagent du sous-sol vers la surface et sont susceptibles d'affecter les bâtiments. Ici, vous avez donc une modélisation en 3D de Los Angeles. Ils veulent mettre en œuvre une simulation de tremblement de terre et simuler la propagation en prenant les caractéristiques du sous-sol en compte, la solidité du sous-sol, pour essayer de déterminer la valeur qui en résulterait en surface, pour ensuite déterminer quel bâtiment serait menacé et quels autres bâtiments ne le seraient pas. Et donc, la manière la plus prometteuse d'essayer de déterminer les valeurs de cette vibration, chacun des points du sous-sol et la propagation dans le sous-sol, et de la modéliser avec ce maillage. Je vais vous en parler un peu parce que c'est très important, un peu plus. Mais si vous modélisez ce maillage, vous pouvez le simuler à différentes étapes temporelles et déterminer les valeurs de vibration dans différentes parties du maillage à différents moments et visualiser cette simulation grâce à un logiciel de modélisation. Ça, c'est quelque chose que les scientifiques comprennent très bien. Ils voient très bien la manière dont les choses se passent, mais la façon dont ils font cela est qu'ils auraient donc un fichier par étape temporelle stocké dans l'ordinateur. Ensuite, ils peuvent ajuster les paramètres, quel est le temps d'analyse, 50 secondes par exemple, ensuite ouvrir les fichiers et répondre à différentes questions. Donc tout cela est bel et bon, mais plus vous avez de données, peut-être que vous pouvez faire 100 gigas à la fois, 100 000 fois de manière raisonnable, mais plus vous avez de données et que vous arrivez à la puissance 2, à la puissance 3, ce nombre de données, vous avez des simulations, on ne peut plus vraiment utiliser des fichiers pour faire ça. Il faut vraiment un système de navigation très efficace au sein de ce maillage qui est pourtant tétraédrique, qui est un modèle très complexe. Donc ça, c'est l'élément de base, hein, c'est cette pyramide à base triangulaire qu'on appelle un nœud, un élément. Et les nœuds de la pyramide sont les angles. C'est ici que les informations se trouvent. Donc,
Ce maillage sera plus dense dans les endroits où on a par exemple de la matière molle du sous-sol, où les vibrations se propagent plus, donc il faut y stocker plus d'informations. Et il y aura moins d'informations dans les parties du sous-sol qui sont où la matière est plus solide, où il n'y a pas beaucoup de changements entre les différents nœuds contigus. Donc vous avez ici l'élément, les requêtes, différents types de requêtes sont lancées. La plus importante, c'est la requête par point. Vous donnez un point particulier dans le maillage et vous devez dire quel est le tétraèdre où se trouve ce point, et ensuite de calculer la valeur de ce point. Vous devez extrapoler ou intrapoler dans le cas présent à partir des différentes valeurs des nœuds du tétraèdre que vous avez enregistré à travers votre simulation. Donc ça a l'air très simple comme ça. Ici, vous avez donc la requête sur l'étendue. Vous dessinez une sorte de parallélépipède et vous essayez d'examiner les tétraèdres qui se trouvent dedans. Donc on a différentes applications, la visualisation, la température. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire ça de manière efficace, puisque ces requêtes géométriques deviennent de plus en plus difficiles et de plus en plus lentes si vous effectuez un balayage séquentiel. Donc, la réponse à cela, c'est l'arborescence R, l'indexation par arborescence R. Serge a mentionné les arborescences un certain nombre de fois. Peut-être que la plupart d'entre vous sont familiers avec cette structure de données arborescente qui sert à accéder à une partie spécifique des données. Si l'on agrandit cela dans un espace tridimensionnel, on obtient en gros cette arborescence R. Ce qui est important ici, c'est qu'on peut indexer des objets dans l'espace en les faisant rentrer dans une sorte de structure de délimitation minimum, et ensuite indexer ces limitations minimales. Et donc ici, sur le disque, c'est représenté par page pour construire une arborescence. Vous avez donc les valeurs minimum qui limitent, qui constituent les limites des objets que vous souhaitez indexer. Et si vous avez une requête, vous continuez cela en créant des structures minimales de délimitation pour ces objets. Et en effectuant cela de manière hiérarchique, vous avez donc une racine, où vous avez un rectangle qui représente l'ensemble de l'espace, et vers la gauche ou vers la droite, en fonction des coordonnées de votre requête, et vous arrivez au stade final. Donc ici, par exemple, pour la requête Q, nous aurions des coordonnées qui la placeraient dans la structure L, et ensuite on partirait vers la gauche, et on se retrouvait à cet endroit-là. Donc tout ça est très bien, mais ça marche beaucoup mieux s'il y a très peu de croisements entre les objets. S'il y a une superposition entre les objets, il peut y avoir une certaine confusion, parce qu'on peut se retrouver à un nœud où on ne sait pas s'il faut aller à gauche ou à droite, parce que les structures de délimitation ne sont pas claires. Et si l'on prend donc les maillages à tétraédriques, ici on a un exemple avec des triangles, mais on peut imaginer qu'en 3D ce serait des tétraèdres. Imaginez ici donc un maillage tétraédrique où vous constaterez que par exemple ici le K et le L, les structures ici résultant de l'algorithme, sont très superposées. Donc il y a une incertitude ici parce qu'on a deux triangles de délimitation minimum. Donc on peut on peut suivre L, ce qui est probable, mais pourrait aussi suivre K, ce qui mènerait à une page qui ne contient pas l'élément, et donc il faudrait répéter cette recherche pour, en tout cas sur la page voisine, qui elle, contient l'élément. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que l'arborescence R est efficace, puisqu'il suffit de faire 2 ou 3 recherches de pages. Et si votre objet spatial est disjoint, sont entièrement disjoints, ça peut être
efficace, mais s'il y a beaucoup d'overlap, ça peut être très inefficace et de façon imprévisible, et avoir des performances très basses. Donc ce n'est plus une solution pour l'émaillage. Et donc l'une des choses que nous avons faites est de rechercher des moyens de résoudre ce problème. Comme je vous le disais, les informations du maillage sont donc stockées sous forme de nœuds. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons examiné ces éléments en les considérant comme des objets dans l'espace, et nous avons cherché leur centre plutôt que leur nœud, pour essayer de voir s'il était possible de les indexer de telle façon qu'il soit possible de connaître la position de chaque élément sans la connaître exactement, précisément. Ce qui veut dire que si j'ai une requête, je n'ai pas besoin d'atterrir exactement dans l'élément qui contient la requête. C'est suffisant si j'atterris à proximité, parce que comme j'ai une connectivité qui avant était mon ennemi, je peux utiliser une technique comme une triangulation par exemple pour m'approcher de cela. Donc il suffit de changer les exigences de la requête et de l'algorithme et d'utiliser cette connectivité comme étant un allié plutôt qu'un adversaire. Le reste est assez simple pour ceux d'entre vous qui connaissent le domaine de la gestion des données. On indexe les espaces à l'aide des centres avec une courbe de Hilbert par exemple qui permet de trier les éléments dans l'espace de façon à ce que les deux éléments les plus proches ne sont pas très éloignés sur le support de stockage. Et ensuite, on lance la requête et ça n'est pas grave si on arrive autre part. Ce qui est important, c'est que quel que soit le tétraèdre dans lequel on atterrit, ce tétraèdre puisse nous emmener vers l'endroit dans lequel la requête veut qu'on aille, grâce à la triangulation, parce que il y a une interconnexion très forte. Donc, on obtient une information sur l'ensemble de l'espace, entre l'endroit où l'on atterrit, grâce à la requête, à l'endroit exact de la requête. Et ça, c'est un point très important. C'est cette connectivité qui nous permet d'obtenir des informations sur l'ensemble de l'espace. Il n'y a aucun point ici pour lequel il n'existe pas d'élément. Il n'y a pas de vide. Et ça, c'est formidable. Donc, ils l'ont pris, ils l'ont utilisé, et ça a fonctionné parfaitement. C'est un algorithme à 2 étapes. C'est très bien, sauf qu'il y a dans d'autres disciplines, pas dans les simulations de tremblements de terre, il y a des maillages dans lesquels il y a des creux. Prenons par exemple ici une interconnectivité très forte, mais un espace, un trou au milieu. Et si l'on lance une requête sur le tétraèdre dans lequel ce point de requête se trouve ici, et que mon bel algorithme qui a permis de trier tous ces éléments sous forme d'une courbe spatiale me permet d'atterrir dans un endroit proche dans l'espace, ici je me retrouve au niveau du point vert. Et la question est, par où dois-je passer? Je ne peux pas faire une triangulation en ligne droite puisque je n'ai pas d'information au niveau du trou. Donc par où dois-je passer? Si je choisis au hasard et que je contourne le trou, tout va très bien. Mais je n'ai pas d'information. Donc je vais peut-être prendre une route beaucoup plus longue. Et ça annule la prévisibilité que m'offrait pour rien, d'une certaine façon, la courbe de spatialisation. Et ça, c'est mauvais. Parce que la rapidité, c'est bien, mais parce que les gens veulent savoir combien de temps ça va prendre, et si on ne peut pas le prévoir, l'utilisateur ne va pas être votre copain, ne va pas être copain avec vous. Et il y a en fait un grand nombre de maillages dans lesquels il y a des trous. Donc c'est un gros problème, surtout avec des maillages dans lesquels il y a des gros trous ou des trous de forme très irrégulière. Et l'un de ces maillages se trouve dans votre crâne. Ici, donc, on a une illustration du Blue Brain Project, des sciences de la vie, et TPFL avec qui nous travaillons depuis 2 ans, une collaboration tout à fait passionnante.
Et nous sommes en train d'essayer, enfin ils sont en train d'essayer d'effectuer une simulation du cerveau humain grâce à ces maillages et de modéliser les neurones sous forme de maillage. Et nous essayons de leur permettre d'accéder plus rapidement à ces données de simulation. Donc je vais vous parler un petit peu plus en détail de ce projet parce que c'est un projet extrêmement prometteur et extrêmement visionnaire, à la fois pour notre domaine scientifique et pour le leur. Donc voici un maillage. Imaginez ici qu'il est composé de petits tétraèdres qui modélisent l'ensemble des neurones. Ici, tout ce que vous avez ici en noir, ce sont des espaces, des interstices. Donc, si l'on dit « j'ai trouvé quelque chose ici, mais je ne le vois pas très bien et je pense qu'il peut s'agir d'une anomalie », est-ce que vous pouvez faire un zoom avant, là-dedans, pour me dire quel type d'information vous avez disponible pour cette partie-là? Donc, je veux voir ça agrandi sur mon écran avec tous les détails. Il y a deux façons de le faire actuellement. La première, c'est de traverser l'ensemble des données pour essayer de voir ce qui y figure, ce qui n'y figure pas. C'est hautement inefficace. L'autre manière, c'est d'avoir des grilles prédécoupées de différentes résolutions de la même image. Mais ça veut dire qu'on obtiendrait quelque chose qui soit préfabriqué, pas exactement ce qu'il souhaitait obtenir. Donc ce que nous cherchons à faire ici, c'est d'essayer d'avoir des requêtes ad hoc efficaces et rapides. Vous savez, quand le scientifique s'assied et regarde une image, il ne pense pas informatique. Il voit cette image. Il dessine une petite boîte et il dit « montrez-moi ce qu'il y a dans cette boîte ». Ils ont besoin de le voir tout de suite. Si moi, il me faut 2 heures pour faire ressortir cette information, ils ont perdu le fil de leur pensée. Ils ne savent plus exactement pourquoi ils voulaient voir ce qu'il y avait à l'intérieur de cette boîte. Et ça peut devenir un très gros obstacle à l'avancement de la recherche. Donc, pour nous, c'est un gros défi en termes de gestion des données. Donc, parce que pour essayer d'approfondir un petit peu sur ce problème, le projet Blue Brain s'intéresse donc à modéliser et à simuler le néocortex, qui est en gros la partie du cerveau qui nous sépare du règne animal, et qui est composé. Et donc ils ont mis en place une série d'expériences extrêmement complexes qui leur a permis de mettre en forme, de modéliser un neurone unique en sections, en segments et en compartiments. Donc le neurone ici, c'est la cellule qui se trouve au milieu et qui est décomposée en environ 8000 segments et 4000 compartiments, en moyenne. Et ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent des maillages qui peuvent être composés d'éléments de formes différentes, tétraèdres, triangles, cubes. Ici, celui qui est très prometteur est composé de cylindres. Et à travers ces maillages, qui sont modélisés donc en cylindres, ils construisent une simulation qui met en évidence l'activité électrique dans différentes parties du néocortex. Et ce que vous avez vu là, d'ailleurs, était le résultat d'une expérience réelle issue de cette simulation. Et c'est quelque chose de tout à fait fascinant. Alors, se déplacer dans ce maillage est très lent. Le cerveau humain, c'est 86 milliards de neurones. Ce qui a été fait principalement, c'est plutôt des simulations de cerveau de rat. C'est plutôt 50 000 neurones, mais vraiment beaucoup plus petits que le cerveau humain. Parce que ici, les données dont on parle sont très nombreuses. Le nombre de neurones dans le cerveau humain, c'est donc 100 milliards. Si vous le représentez par segment, par cylindre, ça vous donne à peu près 14 pétaoctets. Et donc, si vous voulez faire le cerveau humain, il vous fera à peu près la moitié d'un hexaoctet. Et si vous demandez aux scientifiques de la quantité de données dont ils ont besoin, ils vous diront plus l'infini. Parce que la simulation prend en compte un élément temporel aussi. Et donc, en gros, il faudra plusieurs fois ce demi-hexaoctet. Donc, on parle de données potentiellement infinies. Donc, il est très important de pouvoir stocker de manière efficace
les données, mais il est aussi important de pouvoir naviguer au sein de ces données et de le faire efficacement. On a par exemple des analyses morphométriques qui permettent d'obtenir des propriétés statistiques à partir de tissus numériques pour les comparer avec le tissu biologique. La densité des cellules, le comptage des synapses. Je vous ai montré un petit peu aussi le parcours interactif pour la détection d'anomalies, mais aussi la construction, la modélisation pour essayer de découvrir quelles parties des neurones sont suffisamment proches pour échanger des signaux électriques et créer des synapses. Donc, notre objectif, en tant qu'informaticien, est d'exécuter de manière efficace ces requêtes dans un espace à 3 dimensions, même s'il n'y a plus de place dans la mémoire principale pour les données. C'est ça le gros défi. Il faut dissocier la performance de cette courbe que l'on a vue au début sur les données recueillies et la placer à un niveau beaucoup plus modeste, puisque ça elle suit une courbe beaucoup plus modeste. Donc le défi ici, la première chose que nous avons essayé de faire, c'est de prendre ces modèles de neurones et de chercher à les indexer dans l'espace en utilisant une arborescence R. Ça n'a pas très bien marché. On a essayé de déterminer les valeurs minimum de chacun des cylindres, on les a ensuite regroupés, regroupés, et on a obtenu une arborescence R de taille modeste, mais étant donné au fur et à mesure que le nombre de segments augmente, on parle de millions, le nombre de pages qui doivent être examinées sur des disques durs à accès lent devient beaucoup plus grand. Et augmente de manière beaucoup plus rapide à cause de cette structure de données parce qu'il y a trop d'overlap, trop de jointures. Si on avait des objets purement disjoints, on aurait un graphique à peu près plat. Donc ce qu'on aimerait bien, c'est trouver un algorithme qui permette d'obtenir cette courbe plate, qui permette d'accéder directement à la partie du cerveau que le chercheur souhaite examiner à un moment donné. Et la performance de cette opération ne doit pas dépendre de la quantité de données présentes dans la base de données. Et ça, c'est très dur. C'est pour ça qu'on a appelé cet algorithme flat, plat. Parce qu'on veut cette performance plate, cette courbe plate. Je ne vais pas vous abreuver de trop de détails, mais nous avons recherché un certain nombre de techniques, que ce soit des artères planes ou même le remplissage, comment remplir les interstices pour chercher à modéliser ces espaces vides, en essayant de remplir ces espaces sans générer des données, trop de données. Donc on a cherché à diviser l'espace en fragments, en segments, de créer des connexions entre ces segments continus. Et comme on a fait dans le maillage connecté, de trouver des éléments aléatoires dans une arborescence R qui n'indexe pas les segments mais qui indexe les pages, c'est-à-dire ces petites partitions rouges ici. Et ensuite, à travers la phase crawl, trouver l'élément seed et traverser l'ensemble des éléments contigus. D'ailleurs, toutes ces données sont disponibles et je serai plus que ravi de les partager avec vous. Il suffit de me contacter. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que le groupe a pu simuler 10 000 neurones et nous sommes allés travailler avec eux dans leur laboratoire pour mettre en œuvre notre algorithme. Ça a l'air très simple, hein. En fait c'est très compliqué. Nous avons eu 7 versions différentes de mise en œuvre de cet algorithme pour l'améliorer au sein de leur environnement, de le réimplémenter encore et encore et encore. Mais à la fin, au bout d'environ 6 mois de travail, nous avons pu simuler 1 million de neurones. Et là, c'est un véritable bond, parce qu'on passe du niveau du cerveau de rat
à une partie significative du cerveau humain. Et ça, c'est un résultat majeur. Et c'est un grand pas en avant pour le projet Blue Brain, mais aussi pour nous, informaticiens, parce que pour la première fois, nous commençons à comprendre et à concevoir des méthodes d'indexation spatiale pour ce type de données, chose qui n'avait pas été possible auparavant. Alors, à l'avenir, nos projets pour l'avenir, dans ce domaine, c'est probablement plusieurs systèmes de navigation au sein des données. Par exemple, quand un neuroscientifique veut effectuer des requêtes sur différents éléments, on ne veut pas pouvoir tout répéter encore et encore et encore. Si on arrive à avoir une prévisibilité des endroits qu'ils vont chercher à explorer sur la base de leur requête précédente, si l'on peut prévoir cela, on peut faire remonter ces données avant même qu'ils les demandent. Et ça, c'est un autre domaine de travail pour nous actuellement. On utilise l'historique, la densité ou les contenus des requêtes pour nous aider dans notre travail. Autre partie importante de notre travail, c'est la manière dont on peut deviner quels neurones sont ceux qui créent des synapses. Cette détection du contact, du toucher, qui est problématique. On estime qu'on a environ donc 8000 d'entre elles dans le cortex de la souris, mais il y a environ 50 000 synapses par neurone dans le cerveau humain. Donc c'est des simulations, il faut deviner l'endroit où les synapses se produiront. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et c'est extrêmement inefficace. C'est fait de façon très inefficace actuellement. Donc au fil de l'augmentation de la quantité de données, il faut pouvoir trouver des requêtes qui nous permettent de calculer ces distances de manière plus précise. Et ça, c'est un très gros frein dans le travail des neuroscientifiques. Ensuite, l'analyse de simulation de traces. Vous savez, le cerveau a une sorte de plasticité, une capacité à changer au fil du temps. Et donc une simulation au fil du temps nous donne une idée de la manière dont chaque segment se modifie en termes de fonctionnement. Et donc, une seconde de simulation est divisée en environ 1000 étapes temporelles. Et pour chacune de ces étapes, donc pour 100 000 neurones, il faut environ quasiment 1 téraoctet de données. C'est-à-dire 1 hexaoctet pour chacune des étapes temporelles. Donc là, vous avez une multiplication, une prolifération de zéros absolument étourdissante. Parce qu'il faut avoir l'ensemble des requêtes qui ont été faites avant, comment les conserver, comment les stocker de manière efficace, comment pouvoir les explorer, comment pouvoir les structurer d'une façon qu'elles puissent être utilisables. Donc, pour cela, il faut également une compression spatiale très agressive. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va bien entendu être utilisé. Donc, c'est notre travail actuellement et pour l'avenir. Et la vision dont je vous parlais précédemment, c'est un projet que nous sommes en train de préparer, un projet clé européen qui s'appelle le projet Cerveau Humain, qui est un projet très ambitieux, une vision d'avenir où les neurobiologistes travaillent main dans la main avec les informaticiens pour chercher à simuler l'ensemble du cerveau humain, mais en même temps associer, fusionner et intégrer des modèles expérimentaux, des données cliniques, des données d'observation des hôpitaux du monde entier, de pouvoir créer tout cela pour essayer de répondre à des questions sur des anomalies, des tendances ou différents schémas qu'ils ont pu constater chez différents patients pour permettre de grands bons en avant sur la personnalisation des soins. Donc, cela demandera une simulation au niveau moléculaire. Donc, pas de cylindre. C'est quelque chose de bien plus détaillé et qui exigera bien plus de données. Donc, simplement, pour remonter de quelques niveaux ici, quel est l'impact plus large? Je vous ai parlé des différentes disciplines scientifiques et de la façon dont on peut vraiment changer les choses. Il existe des expériences qui sont en cours actuellement. Il y a des choses que les gens sont en train de faire actuellement. Il y a des gens qui sont en train, évidemment, de gérer des données, très souvent manuellement. Mais la méthode scientifique, telle qu'on la connaît,
est en train de changer. Ce n'est pas qu'elle va changer, c'est qu'elle est en train de changer, à ce moment même. Avant, si l'on avait une hypothèse ou un problème scientifique, il faudrait développer une hypothèse, il faudrait développer une théorie autour de cette hypothèse, peut-être quelques modèles. Quand les ordinateurs sont apparus dans les années 60, la simulation est devenue une méthode, donc on simulait pour essayer de déterminer les résultats pratiques. Des expériences permettraient de corroborer ou d'affirmer les hypothèses. Et donc, on aurait cette boucle de feedback scientifique. Mais c'est quelque chose qui va changer à l'avenir. On a des scientifiques qui ont fait ce... Vous savez, c'est très à la mode, on fait cette espèce de nuage de mots-clés c'est, sur un problème en particulier. Et le mot le plus gros ici, c'est données. Et donc, ça nous dit que les données ont quelque chose à nous apporter qui va bien au-delà que toutes les hypothèses que l'on serait capable de formuler. L'exploration des données va nous permettre d'unifier la théorie, l'expérimentation et la simulation pour découvrir des choses que nous ne savions pas auparavant. Dernière expérience, je voudrais vous parler très brièvement du CERN et de son grand collisionneur de hadrons qui est un tunnel de 27 km de long qui se trouve à cheval sous la frontière franco-suisse, donc un tunnel circulaire où en gros les scientifiques sont en train de recréer les conditions du Big Bang et révéler les secrets de la matière. Donc on a des quantités de données qui sont en train d'être produites, environ 140 millions de détections par seconde, 15 pétaoctets par an, et la manière dont fonctionne l'expérience à très haut niveau est déjà assez complexe. Là, vous avez donc l'expérience Atlas, qui est une des 4 expériences qui se déroulent au sein du collisionneur. Elle filtre les événements, elle traite les événements, elle simule les événements, elle stocke une grande quantité de données. Et c'est quelque chose qui est en train de se passer dans 151 centres dans 54 pays. Donc on a une grille complète ici. Mais ce que je vous montre ici, c'est le flux des données, donc de retraitement des données. Donc c'est juste une des étapes. Au nœud de niveau 1 à Amsterdam, il y a une quantité de tâches et d'ordinateurs et de disques durs et de scientifiques qui participent juste pour effectuer une étape d'une opération à un niveau. Et c'est d'une telle complexité, et pas seulement parce que les données sont pléthoriques, mais aussi parce qu'on travaille avec des institutions différentes, que les logiciels sont différents d'un pays à l'autre, que les instituts collaborent eux-mêmes avec d'autres instituts qui ont peut-être mis en place leur propre logiciel. Et donc la complexité est immense. Il y a beaucoup de données, bien entendu, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent de façon très différente, qui font des choses très différentes à partir de ces données. On a des physiciens, des informaticiens, un grand nombre de disciplines utilisent ces données. Il y a différentes sortes de législations qui réglementent aussi le transfert et l'utilisation de ces données. Donc, c'est un problème qui devient extrêmement complexe. On ne peut pas simplement dire à ces gens, vous n'avez qu'à acheter Oracle et mettre vos données dans une base de données Oracle. Il faut vraiment pouvoir dissocier ce modèle de on prend des données et il faut qu'on les fasse rentrer dans une base de données pour pouvoir en faire quoi que ce soit d'intéressant, pouvoir en utiliser la moindre partie. Et c'est pour ça que l'une des pistes qui existent dans la recherche sur le traitement des données, c'est de changer de paradigme de manière fondamentale. Vous avez entendu parler de ETL, extraire, transformer, charger. C'est ce qu'on fait pour utiliser une base de données, pour mettre en œuvre vos requêtes. Parce qu'avant ça, il faut charger les données, il faut préparer les données avant de les charger. Et autre chose, on ne sait même pas ce que la base de données va être en train de faire avec vos données, puisqu'on ne voit plus ces données maintenant qu'elles sont sous leur forme originale. Elles sont maintenant chargées dans une base de données. Et si vous avez besoin
de faire SQL ou d'utiliser des applications. Il faut refaire la même chose en sens inverse. Donc, ça paraît très simple à dire, mais c'est un gros obstacle pour essayer de remédier à ces situations très diverses qui existent en réalité. Et une approche alternative sur laquelle nous travaillons actuellement, et d'autres équipes y travaillent aussi, c'est une approche sans base de données. Donc c'est un peu comme NoSQL, là, sauf que c'est NoDB, à très haut niveau. Donc pas de base de données du tout. On ne charge pas les données dans une base de données. En même temps, on sera capable d'avoir des requêtes pleinement fonctionnelles sur les données brutes. Donc il suffit de nous dire où sont les données, où sont les fichiers, comment s'appellent les fichiers, et on aura cette nouvelle génération de systèmes de bases de données qui pourront aller voir ces données, où qu'elles se trouvent, et générer des réponses, et retrouver ces réponses sans qu'il soit nécessaire de préparer ou de charger les données au préalable. Et ça apporte une dimension de liberté pour les les équipes qui génèrent des données, absolument inédite. Et probablement une piste pour des progrès extraordinaires à l'avenir. Et le gros défi ici, là où il va nous falloir de nouvelles technologies, il va falloir créer de nouvelles technologies, c'est des requêtes rapides sur les données brutes. Et donc, la raison pour laquelle on veut ça, c'est pour avoir des requêtes rapides. Donc, on les charge dans une structure ou une autre qui leur permettra de fonctionner plus rapidement. Ou alors dans une structure qu'on ne connaît pas encore, mais pendant ce temps-là, l'heure tourne. Et donc, c'est ici que la nouvelle technologie va émerger. Un certain nombre d'étapes ont déjà été faites pour avancer dans cette direction. Donc les leçons qu'on peut apprendre à travers la collaboration, c'est qu'il faut de la patience. Nous, en tant qu'informaticiens, nous devons avoir pour priorité qu'il faut résoudre les problèmes des scientifiques et non pas nos propres problèmes. C'est pour ça qu'il faut être très patient dans ces partenariats, ces collaborations. Il faut construire une confiance mutuelle. Aussi, il faut leur expliquer qu'il n'y a pas de baguette magique qui leur permette de résoudre tous les problèmes, qui permette de résoudre tous les problèmes de tous les scientifiques par un seul type de base de données. Chaque domaine scientifique, parmi tous ceux que je vous ai présentés aujourd'hui, et tous les autres, fait face à des défis, à des problématiques très différentes. Donc, il faut pouvoir jeter de nombreux ponts, mais je pense que ce qui est essentiel pour que les données collectées puissent devenir des informations utiles à l'humanité, c'est la collaboration. Pour nous, en tout cas, ce travail en collaboration avec les scientifiques a été une source infinie d'inspiration. Donc merci beaucoup pour votre attention.